Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Sangoya Congo, la chaîne qui vous informe. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, c'est la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Voilà, les voix ne cessent de s'élever pour réclamer cette indépendance réelle, surtout du côté financier, parce que vous le savez, que la RDC continue à tendre la main envers les Occidentaux, les Européens. Cette fois, c'est d'une manière cachée et sans doute, pour certains observateurs, ils pensent plutôt qu'il n'y a pas encore indépendance, surtout sur les plans économiques ou financiers. Avec notre invité, on va essayer de décortiquer parce qu'il a connu Joseph Mobutu, il a connu Kasavubu, il a connu Lumumba, il a connu Laurent Désiré Kabila, il a connu Joseph Kabila, il a été même membre de l'UDPS sous l'égide de Etienne Tshisekedi Wamulumba et c'est M. Albert Mouleka. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de nous avoir reçus chez vous. Première question, 60 ans après l'indépendance du pays, le bilan, il est positif, il est négatif ou il est comment? Bon, il est bivalent, il est positif dans le sens que nous avons quand même arraché cette indépendance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes libres de nous forger notre propre identité et notre propre avenir. C'est beaucoup. Maintenant, le chemin parcouru, on aurait pu faire et on aurait dû faire plus, bien sûr. Vous savez qu'en 1960, l'apport du Congo à la richesse mondiale était 3 fois plus que ce qui n'est aujourd'hui. Donc, disons, nous avons perdu beaucoup en influence, nous avons perdu beaucoup en créativité et ce sont des choses auxquelles nous devons remédier. Qu'est-ce qui a manqué réellement au peuple congolais pour peut-être être indépendant dans différents secteurs de vie? Parce que nous voyons toujours que quand il y a ingérence, par exemple, des Blancs, dans ce qui concerne, en exemple, les matières premières de la RDC, on a tendance à dire que la RDC est toujours en bas, malgré que les matières lui appartiennent, que les Blancs sont toujours au-dessus. Qu'est-ce qui a manqué? Je crois que le Congolais a perdu beaucoup de choses qu'il avait déjà acquises à travers l'indépendance et à travers d'autres décisions politiques qui furent prises principalement sous la Deuxième République, qui ont réaffirmé l'identité du Congolais, du Zaïrois de l'époque, et qui ont pu aussi coïncider avec une période de développement économique très positive, surtout le début des années 70. Aujourd'hui, le Congolais a perdu son identité. Il est difficile de définir ce qu'est un Congolais. Il est devenu même difficile de définir qu'est-ce qui maintient les Congolais ensemble. Bien sûr, le Congolais souffre d'un grand handicap qui est le manque de connaissance de son histoire. Vous savez, la grande majorité du peuple congolais est jeune, moins de 40 ans, et ceux qui ont moins de 40 ans n'ont pas connu la période de l'indépendance, n'ont pas connu la bonne période de la Deuxième République, et on ne leur enseigne pas à l'école l'histoire de leur pays. Donc pour certains, le Congo se résume à Kabila, Tshisekedi, on a entendu un peu parler de Mobutu, Kasavubu, Tshombe, Lumumba, Bolikango, Nendaka, Bomboko, Kachamura, toutes ces grandes personnalités qui ont été essentielles pour l'acquisition de l'indépendance dans ce pays ne sont pas connues. Vous savez, à l'indépendance et les années qui suivirent, il y a une valeur que le Congolais chérissait, c'était le civisme. Le civisme, c'est-à-dire l'amour et le respect des lois. C'est ainsi que les villes étaient propres, parce qu'on respectait les lois, on respectait les règlements. C'est ainsi que le niveau des études était
quasiment le meilleur d'Afrique noire à l'époque. Vous savez, à l'université de Lovanium, vous aviez des étudiants du Nigeria, du Ghana, d'un peu partout d'Afrique qui venaient étudier ici. À l'époque, lorsque vous quittiez le Congo pour étudier à l'extérieur, on n'y avait pas besoin de faire l'équivalence des diplômes. C'est-à-dire que le diplôme congolais était reconnu partout. Actuellement, aucun diplôme congolais n'est reconnu à l'extérieur. Pour tout diplôme, il faut qu'on fasse des équivalences et vous devez refaire des années pour que les gens soient sûrs que vous êtes à niveau intellectuellement. Donc il y a toutes ces choses que nous avions, mais que nous avons perdues et que nous devons bien sûr récupérer. D'abord la connaissance de notre histoire. Il est essentiel, il est indispensable que la jeunesse, qu'on enseigne à la jeunesse l'histoire du Congo, l'histoire du Congo telle que les Congolais l'ont vécu, et de sorte que les jeunes puissent avoir une véritable idée de ce qu'est le Congo, ce qu'a été le Congo et ce que doit être le Congo. Du point de vue valeurs en termes de relations sociales, valeurs en termes de ce qui incarne vraiment un Congolais, est-ce qu'il y a-t-il une comparaison à faire entre les Zaïrois et les Congolais? Bon, le Zaïrois était respecté à l'extérieur. Le Zaïrois était reconnu, était respecté, mais le Zaïrois avait aussi une monnaie forte. Lorsque la monnaie Zaïre a été créée le 24 juin 1967, elle valait 2 $ et elle était convertible. Et même nous qui étions à l'époque écoliers, étudiants en Europe, lorsqu'on rentrait après les vacances, vous alliez dans n'importe quel bureau de change en Europe, en Belgique particulièrement où nous vivions, on vous changeait le Zaïre directement en francs belges. C'est l'époque où Inga a été inauguré en 1971. C'est l'époque où, avec une économie florissante, le pays était capable vraiment de remplir son rôle au niveau de l'Afrique. Le leadership zaïrois était reconnu en Afrique centrale et dans toute l'Afrique. Et ce sont toutes des choses qui ont existé. Ce sont toutes des places que nous avons effectivement occupées. Que diriez-vous de personnes qui pensent qu'avec l'instauration de la dictature de Mobutu, c'est ce qui a permis au Congo de ne pas évoluer pendant 32 ans empochetés, tout simplement pour une famille bien déterminée? Non, écoutez, c'est pour ça que j'insiste sur la nécessité d'enseigner l'histoire, et la véritable histoire. Ce qu'on qualifie de dictature a été dictature dans certains domaines, tels que le respect des droits de l'homme, bien sûr. Ça laissait beaucoup à désirer. Mais on a vu aussi que par la suite, ce qui est venu après Mobutu à ce niveau-là n'était pas mieux, était même pire. Mais il faut regarder aussi les accomplissements du régime de M. Mobutu. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les palais du peuple, les stades des martyrs, tout ça, c'était réalisé par qui? Sous le régime Mobutu. Inga a été construit sous quel régime? Sous le régime Mobutu. Donc ce sont toutes des choses qui continuent à conditionner le développement économique de notre pays. La majorité de ces choses ont été construites ou établies sous le régime de Mobutu. Donc il ne faut pas dire que bon, sous Mobutu il n'y a rien eu de bon. Non, Mobutu a posé les bases visibles d'une éclosion économique qui a eu lieu d'ailleurs, Vous savez, à l'époque, nous avions des grandes compagnies étrangères qui étaient établies ici. On montait les voitures. General Motors avait une usine ici. Vous aviez des grandes entreprises publiques congolaises, comme qui ne se souvient pas d'Air Zaïre avec toute sa flotte Air Zaïre qui
qui exploitait même un Boeing Jumbo 747, un DC-10. Hein, donc il y a eu une période florissante au niveau économique, mais bien sûr, le pays a été aussi frappé par la crise pétrolière de 71-72 et l'économie a commencé à péricliter et nous ne nous sommes pas encore relevés. On a plutôt connu pas mal des présidents, Kasavubu, commençons par Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Entre les trois présidents, quel régime préférez-vous pour le développement du pays? Par exemple, qui est les présidents qui incarnent vraiment l'idéologie nationaliste ou l'idéologie du développement du pays? Bon, l'idéologie nationaliste, c'est Mobutu, quoi qu'on en dise. Il l'a montré dès 1960. Hein, dès 1960. Vous savez, il faut être objectif, il faut voir les actes posés, il faut voir aussi les risques encourus par la personne. Laurent Désiré Kabila ou Joseph Kabila, je ne les ai jamais vraiment connus, je ne les ai jamais rencontrés, je les ai beaucoup étudiés et bon, on voit où on en est. Vous savez, Laurent Désiré Kabila qui a dit « ne trahissons pas le Congo », mais c'est lui qui a amené toutes ces armées étrangères et cette infiltration dans notre pays qui fait qu'aujourd'hui nous sommes un pays sous occupation, tant territorialement que dans nos institutions. Il y a eu aussi Joseph Kasavubu, notre premier président, qui était, je crois, parmi tous les présidents que nous avons eus jusqu'à aujourd'hui, c'était la personne la plus honnête et la plus intègre. Et ça, c'est très important pour... nous avons besoin d'un leadership honnête et intègre. Qu'est-ce qui constitue par exemple les vrais problèmes ou obstacles pour le développement de notre pays? Oh, les obstacles, vous savez, vous avez d'abord la conjoncture internationale, peut-être un obstacle. Vous avez aussi le fait que, vous savez, le développement économique doit être accompagné aussi d'un développement culturel et d'un développement éducationnel. Vous savez, lorsque je suis allé en Europe, en Belgique, lorsque mes parents nous ont envoyés en Belgique, j'avais terminé ma deuxième année primaire ici à l'Athénée de Kalina, l'Athénée de la Gombe. J'avais 7 ans, donc une année en avance. Arrivé là-bas, les Belges ont jugé que, bon, comme j'avais une année en avance et qu'eux ne connaissaient pas le niveau des études au Congo, il serait bon que je redouble la deuxième année pour que je puisse bien m'acclimater, bien m'assimiler. Et en fait, beaucoup de matières que j'avais vues ici, que j'avais apprises ici en deuxième année primaire, je les ai apprises en quatrième année primaire en Belgique, principalement en arithmétique. Ce qui fait que toutes mes études primaires, je n'ai jamais eu moins de 97-97%. Pour vous dire que les études ici étaient d'un certain niveau. J'écrivais le français mieux que la plupart des Belges. Hein, et je remercie tous mes instituteurs de ces années-là, parce que jusqu'aujourd'hui, je suis très pointilleux sur l'orthographe. Si vous parlez français, parlez réellement le français et le bon français. Mais ça devient difficile ici au Congo d'avoir des jeunes qui parlent bien le français. En tant qu'entrepreneur, il m'est arrivé plusieurs fois de mener moi-même des interviews pour engager des cadres et je faisais toujours une dictée, en plus de la conversation, une dictée. Et je vous assure que c'est malheureux de voir des licenciés en droit, des licenciés en lettres, mais faire des fautes d'orthographe d'études primaires. Donc vous voyez, il y a un niveau
de l'enseignement qui est nécessaire pour soutenir et accompagner un développement économique. Le développement économique ne dépend pas seulement de l'argent, mais il faut que cet argent puisse être bien géré. Et pour bien gérer, il faut certaines connaissances, il faut certaines aptitudes qui ne peuvent être acquises que par les études et l'expérience. Qu'est-ce qui a été, par exemple, sous les régimes des Mobutu et qui n'existait plus aujourd'hui et qui contribue au malheur du pays? Oh, la fierté, le sentiment d'être congolaise, Zaïrois à l'époque, et la fierté de l'être. Vous savez, aujourd'hui, partout nous avons acquis une très mauvaise réputation. Et donc, nous avons perdu les fruits du recours à l'authenticité. Vous savez, le recours à l'authenticité était une révolution culturelle, en même temps qu'une révolution politique, parce que ce n'était pas facile d'imposer au monde entier que voilà, nous sommes Zaïrois, donc nous sommes différents de vous, nous vous acceptons tel que vous êtes, mais vous devez aussi nous accepter tel que nous sommes. Ça n'a pas été facile, mais ça a été aussi, vous voyez, accompagné par une campagne d'éducation, d'information, de sensibilisation. Hein, dans le cadre du parti-État, nous avions un parti unique, ce qui fait que le Zaïrois était facilement identifiable dans le monde entier, non seulement par son habit, par la Bakos, mais même par son nom. Vous savez, nous avions décidé de récupérer, de nous réattacher au nom que nos ancêtres portaient, et de nous détacher beaucoup plus de tout ce qui nous a été soit imposé, soit les influences étrangères qui contribuaient maintenant à définir notre personnalité. Nous avions quand même trouvé nos propres critères, notre propre cadre de définition de la personnalité zaïroise à l'époque, congolaise d'aujourd'hui. Pour vous, le fait de quitter par exemple le parti unique de Mobutu pour le multipartisme, aujourd'hui, est-ce que ce multipartisme a apporté quelque chose de nouveau au pays, a impacté les pays positivement, négativement, ou pour vous, on peut revenir d'une manière ou d'une autre à un seul parti? Non, je crois qu'il est impossible de revenir au parti unique. D'ailleurs, c'est inconstitutionnel. On ne peut plus revenir au parti unique. Vous savez, le multipartisme, pour le Congolais, c'était quoi? C'était aussi une libération. C'est-à-dire que vous pouviez non seulement avoir un avis contraire, mais le clamer dans les rues, hein, sans pour autant risquer d'être opprimé, d'être arrêté. Donc c'était d'abord synonyme de liberté, que je puisse m'exprimer librement, tout ça. Mais démocratie ne veut pas dire non plus développement économique. Hein, la démocratie, pour qu'elle accompagne le développement économique, il faut toujours avoir une définition propre de cette population qui va se développer économiquement. Quels sont ses besoins, quelles sont ses capacités de travail, quel est son niveau de réflexion, quel est son niveau d'imagination, d'une vision, parce que vous voulez un développement économique pour aller où, pour atteindre quel niveau et pour faire quoi, hein? Donc le multipartisme, il ne faut pas oublier que le multipartisme en 1990, en 1990, ça répondait d'abord à
je vais dire comme une mode qui imposait et nous ont imposé jusqu'aujourd'hui. Or, ce multipartisme à l'occidental ne convient pas aux Africains. C'est ainsi que il n'a pas encore résolu nos problèmes. C'est-à-dire que au moment que nous, Africains, personnellement, les Congolais, avant, nous ne nous disputions pas sur tout. Nous avions des choses pour lesquelles nous trouvions facilement un consensus. D'abord sur la nature du pays, d'abord sur ce qui fait le pays, d'abord et puis sur qui est congolais. Aujourd'hui, on ne sait plus définir vraiment qui est congolais et on essaye même d'imposer au Congo des gens qui ne sont pas congolais, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, quelle que soit la forme de l'État, que ce soit, vous savez, vous avez des dictatures qui jouissent d'un développement économique extraordinaire, qui dépasse les démocraties. Parce que sous une dictature, vous définissez l'homme que vous dirigez. Vous lui donnez une identité parce que vous savez à quoi vous voulez qu'il serve, même dans le cadre du développement économique. C'est ce qui fait que certaines dictatures se comportent mieux économiquement que des pays à caractère multipartiste. Vous savez, lorsque vous regardez nos partis politiques ne font pas de l'éducation, ne font pas de la formation de leurs membres. On utilise seulement les membres pour, la plupart du temps, pour les ambitions d'un individu qui est le chef du parti. Ce qui fait que une des caractéristiques du Congolais aujourd'hui, c'est le fanatisme, ce qui n'existait pas en 60. Et le tribalisme qui existait déjà en 60, mais que le parti unique était arrivé à faire disparaître. N'oubliez pas que c'est sous le parti unique que vous pouviez avoir un gouverneur originaire de l'Équateur, mais gouverneur au Chaba, au Katanga, un originaire du Congo central, gouverneur au Nord Kivu. C'était sous le parti unique. Ce sont des choses qui sont impensables aujourd'hui. Justement, est-ce que c'est pas ça, ces choses-là qui ont peut-être réuni les Zaïrois à l'époque pour un seul objectif, c'est lui de se battre pour ses valeurs? Oui, bien sûr, se battre pour ses valeurs et se battre pour garder sa fierté. Nous avons eu certains événements dans ce pays qui ont contribué à faire connaître le Zaïre dans le monde entier. Par exemple, le combat Ali Forman, à l'époque, beaucoup de gens disaient c'est gaspiller de l'argent pour rien. Non, ils n'avaient pas compris la vision de l'époque qui était de mettre le Congo sur la carte du monde, que le Congo soit connu, que le Zaïre soit connu. Et jusqu'aujourd'hui, tout le monde se souvient de ce combat entre Ali et Forman. C'était où? C'était au Zaïre. Voilà. Quels sont par exemple les événements qui marquent vraiment les valeurs des Zaïrois, les événements qui ont eu lieu sous Mobutu et qui n'ont pas lieu jusqu'aujourd'hui? Mais pourquoi vous vous concentrez seulement sur Mobutu? Non, c'est sûr qu'on va avancer. On a commencé par là. Après, on va parler des Laurent Désiré Kabila. Ouais. Non, mais écoutez, sous le maréchal Mobutu, moi je citerai le 24 juin 1967 la création du Zaïre Monnaie, la seule monnaie convertible que nous avons eue, non seulement convertible, mais qui était aussi la 7e monnaie de réserve au monde. Donc des pays étrangers, dans leurs réserves de devises, avaient des Zaïres. Et bien sûr, durant toute cette époque-là, jusqu'au début des années 90, nous ne vivions pas avec des changeurs.
on utilisait la monnaie zaïroise et c'était comme ça. On avait confiance en notre monnaie. Tandis qu'aujourd'hui, quelles que soient les performances économiques, macroéconomiques que les différents gouvernements ont pu vanter, mais la population n'a toujours pas confiance en sa monnaie. C'est pour ça que vous voyez tous ces changeurs dans la rue. Je citerai aussi, bien sûr, l'inauguration du barrage de Inga 1, en octobre 1971, puisque c'était donc le début de tout ce programme du Grand Inga qui est appelé à servir toute l'Afrique et même au-delà de l'Afrique. Il y a eu bien sûr le combat Ali Forman, bien sûr, en 1974. Donc voilà les événements majeurs que je citerai pour la Deuxième République. Et puis bien sûr le 24 avril 1990, la proclamation du multipartisme. Comment vous avez vécu cette proclamation du multipartisme? Ouais, écoutez, moi j'estime que de toute façon c'était une obligation. Le maréchal Mobutu était sous pression, hein, puisqu'un peu auparavant il avait circulé dans tout le pays pour faire les consultations. Et dans ces consultations-là, la population ne demandait pas le multipartisme. Mais le multipartisme, il subissait une forte pression de l'extérieur pour ouvrir les portes au multipartisme intégral. Et aujourd'hui, nous avons plus de 800 partis politiques. Plus de 800 partis politiques dont les doctrines et les philosophies ne sont pas très claires, ne sont pas très visibles. Oui, le 24 avril 1990 fait quand même partie des hauts faits de la Deuxième République. Pour avoir vraiment connu, hein, je rappelle le président Mobutu, vu que votre papa fut son collaborateur de très proche d'ailleurs, quelle a été la vision de, par exemple, la création de ces barrages Inga 1? Bon, d'abord, mon papa n'était pas son collaborateur, mon papa était son grand frère, et moi, je l'ai toujours appelé papa, donc c'est à ce titre-là d'abord que je l'ai connu depuis que je suis né. Écoutez, Mobutu était une personnalité très très spéciale, hein. Je crois que la différence, ce qui différencie Mobutu des autres présidents que nous avons eus, c'est d'abord sa connaissance parfaite du Congo, sa connaissance parfaite du Congolais. C'était une personne très cultivée, qui n'a pas fait des hautes études, mais qui lisait beaucoup. C'était un journaliste comme vous, de formation. Hein, en plus, en dehors de la carrière militaire, il a fait une grande carrière de journaliste juste avant l'indépendance, ce qui lui a permis d'entrer en politique, principalement aux côtés de Lumumba. Là, nous sommes encore avant l'indépendance. Donc, c'est une personne qui avait non seulement la qualité de diriger, mais l'expérience. Il a été formé. Il a été formé. N'oubliez pas que très jeune, à 30 ans, il a fait son premier coup d'État, en septembre 1960, pour récidiver à 35 ans et garder le pouvoir pendant 32 ans. Donc ce n'était pas donné à n'importe qui. Si on vous demandait de résumer en une ou deux phrases
la personnalité de Mobutu, sa gestion du Zaïre et aussi son impact sur tout ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme richesse de la RDC. Que diriez-vous? Non, là je citerai une phrase de Napoléon Bonaparte. Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Vous pouvez expliquer? C'est-à-dire de ce qui est presque parfait ou du sommet à l'abîme, il n'y a qu'un pas. Voilà, on passe maintenant, comme vous voulez, hein, autour de Laurent Désiré Kabila. Parce que vous oubliez toujours Joseph Kasavubu, pourquoi? On ne l'a pas oublié. C'est sûr qu'on va finir par lui. Parce que... Okay. Voilà. Donc, Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce que vous gardez de lui? Je sais que vous ne l'avez pas vraiment fréquenté, mais comme vous l'avez dit ici, que vous l'avez étudié. Qu'est-ce que vous gardez de lui en termes de souvenirs ou apports? C'est qui peut rester gravé dans les mémoires des Congolais aujourd'hui? Bon, je crois que c'est lorsqu'il a quand même tenté de se libérer des alliés encombrants qu'il avait amenés à Kinshasa. Et ça lui a coûté la vie, hein, mais vous savez, des fois c'est ce qui arrive lorsque vous rompez unilatéralement un contrat ou un accord. L'autre partie n'est pas contente et vous fait payer ça très cher. Et aussi, il y a des gens qui pensent qu'il a été plus nationaliste que Mobutu. Vous pouvez nous décrire en quelques lignes ses actions pendant les 4 ans? Moi, je comprends très mal, ou bien je ne comprends pas la définition du nationalisme, mais un nationaliste qui se fait mettre au pouvoir par plusieurs armées étrangères, je ne pense pas que ce soit ça la définition du nationaliste. Je sais que Laurent Kabila était un lumumbiste. Laurent Kabila a participé à la rébellion lumumbiste. Je ne lui dénie pas la qualité de nationaliste, mais je n'ai pas vu cette qualité dans ses réalisations politiques. Quelles sont brièvement les conséquences positives et négatives de cette rébellion qui a permis son accès au pouvoir? Bon, la réalisation positive pour la grande majorité du peuple congolais, c'était que ça a chassé Mobutu. Mobutu est parti. Mais à part ça, les violations des droits de l'homme ont continué, pour ne pas dire empiré. Le relèvement économique ne s'est pas fait. On a assisté encore à l'enrichissement, et à quel niveau? L'enrichissement d'un clan. Bon, je ne vois pas personnellement de beaucoup de choses positives, mais je suis sûr que ses partisans verront beaucoup de choses positives. Mais encore une fois, le fait d'avoir été installé au pouvoir par des armées étrangères et d'avoir été maintenu au pouvoir pendant plusieurs années ou encore par des armées étrangères font que, pour moi, l'image de Laurent Désiré Kabila nationaliste s'est beaucoup effritée. Après sa mort, Joseph Kabila arrive au pouvoir pour succéder à son père. Il y a pas mal eu des arrestations dans le sens où il y avait certaines personnalités dans les temps du pays qui ont été soupçonnées d'avoir assassiné Laurent Désiré Kabila. Vous pouvez, je sais que c'est pas évident, mais quand même vous avez vécu pendant cette période. Vous avez une histoire à raconter vraiment sur ce qui s'est passé avant sa mort. Qu'est-ce qui a eu lieu pour qu'il lui soit ôté la vie? Comme je vous ai dit tout à l'heure, Laurent Désiré Kabila a été assassiné, et dans son assassinat, tout le monde sait que ça a des ramifications à l'extérieur aussi.
il y a eu un semblant de procès et des condamnés qui, jusqu'à présent, donc après presque 20 ans, sont à la prison de Makala. Ce que moi je peux dire personnellement et en tant qu'aumônier de prison, parce que ces prisonniers-là, je les ai rencontrés à plusieurs reprises et tout, et moi-même en tant que Congolais, en tant que chercheur intellectuel, j'ai mené beaucoup de recherches sur cet assassinat. Je ne peux pas dire qui a assassiné Laurent Désiré Kabila, mais je peux dire qui ne l'a pas assassiné. Parmi les 30 personnes qui se retrouvaient à Makala, aucune ne l'a assassiné. Ce sont tous des innocents. Et il y en a une dizaine qui sont déjà morts en prison. Des innocents qui sont morts pour un fait reproché, mais qui n'est pas avéré. Et disons que moi, je soutiens une personne comme le cardinal émérite, le cardinal Mosengo, qui a réclamé une révision de ce procès. Une révision de ce procès. Donc, mais c'est ce que les Congolais ont laissé passer, je crois, c'est le fait que Laurent Kabila était le président de la RDC, le président de notre pays. Bon. Notre président a été assassiné et nous n'avons pas exigé une enquête internationale. Si je prends l'exemple d'un pays comme le Liban, où le Premier ministre a été assassiné, ils ont réclamé une enquête internationale pour connaître la vérité, pour mettre la main sur les responsables et que les responsables soient punis conformément à la loi. Encore une fois, c'est pour montrer que derrière cet assassinat se trouvent des forces, des puissances qui sont difficiles à toucher. Lesquels, par exemple? Non, je ne vais pas les citer ici, on n'est pas là pour ça. Justement, les intouchables du monde. Ah bon. On va continuer. Joseph Kabila, 18 ans au pouvoir. Comment vous jugez son action sur le terrain avec les histoires comme la modernité, 5 chantiers? Quel bilan vous donnez à M. Joseph Kabila? Écoutez, tout d'abord, il faut reconnaître que Joseph Kabila figurera sûrement dans l'histoire de notre pays comme tout d'abord le plus jeune président. N'oubliez pas qu'il avait à peine 29 ans lorsqu'il est devenu président de la RDC, inexpérimenté, au début ne voulant pas de ce poste, mais étant obligé de l'assumer. Obligé par qui? Obligé par le système qui était en place. Par le système qui était en place, qui avait été laissé par son père. Et ce jeune homme a réussi à rester au pouvoir, à diriger les Congolais pendant 18 ans. Je dis, coup de chapeau. Mais de quelle manière? Cela a demandé, cela s'est accompagné de beaucoup de violations de droits de l'homme, beaucoup de mauvaise gouvernance, de détournement et d'aliénation des ressources nationales au profit, bien sûr, de milieux, de cercles financiers, cercles d'affaires étrangers. Donc Joseph Kabila, je crois que l'histoire lui saura gré du fait d'avoir été le plus jeune président et d'avoir pu rester au pouvoir pendant 18 ans. Et
on a bien senti au fur et à mesure que ce jeune président développait une certaine vision, mais comme lui-même pour réaliser cette vision. Et que faisiez d'Henri Movasaka, Nidéalé, André Atundu et bien d'autres personnalités qui lui entouraient? Je pense qu'il faudrait leur poser la question. Il faudrait leur poser la question. Il faudrait leur poser la question parce que, vous savez, bien sûr, c'était une autre époque aussi. C'est une époque où la politique, l'influence des milieux étrangers sur le Congo se faisait d'une manière différente. Vous savez, dans les premières, si vous prenez les années Kasavubu, les années Mobutu, là, c'est les gouvernements étrangers qui exerçaient des pressions et qui influençaient les gouvernements. Mais les années Kabila père et Kabila fils, ce n'est plus les gouvernements étrangers. Les gouvernements étrangers eux-mêmes ont des maîtres. C'est ces milieux, ces cercles financiers, ces cercles d'affaires très puissants qui, eux, imposent leur vue aux gouvernements qui sont faibles, ou aux pays qui sont trop faibles, ou qui sont mal gouvernés. Et disons, c'est à ces milieux-là que Laurent Kabila a dû faire face et que Joseph Kabila a navigué avec eux pendant un long moment. Si on vous demandait de citer quelques réalisations, je ne dis pas que vous vous sentez concerné, mais plutôt si on vous demande en tant qu'observateur, en tant qu'étudiant, comme vous l'avez dit ici vous-même, de citer quelques réalisations de M. Joseph Kabila, vous allez citer quoi? D'être resté au pouvoir. Je pense que c'est sa plus grande réalisation, c'est d'être resté au pouvoir. Et ça a demandé beaucoup. Réalisation pour le bien de la population notamment. Vous savez, pour le bien de la population, c'est si il y a eu la volonté. Vous savez, je ne suis pas un pro-Kabila, loin de là. Loin de là, j'ai toujours été plutôt un opposant au Kabila, mais même lorsque, si vous voulez faire une bonne opposition et continuer à vous instruire, il faut savoir aussi déceler et reconnaître les qualités de votre adversaire. Et je pense plutôt que Joseph Kabila peut... il y a certaines choses qu'on peut tirer de lui, des choses positives de sa personne, une personne qui sait projeter une image de calme, une personne qui ne recherche pas le spectacle, qui ne recherche pas la politique spectacle, il ne recherche pas à plaire. Vous savez, la plupart des politiciens cherchent à plaire à une frange de la population et donc dans leur discours va viser à attirer à se faire aimer des gens. Or, Joseph Kabila, j'ai toujours décelé chez cette personnalité quelqu'un qui, au fur et à mesure, a réalisé que pour être un véritable dirigeant, il ne faut pas chercher à plaire. Il faut faire ce que tu as à faire. Même si ça tue la population, comme dans les cas des Kamina Nsap. Mais écoutez, la population, il y a toujours des morts de la population. Vous citez Kamina Nsap, je peux vous citer Bundu Dia Congo, je peux vous citer avant l'indépendance, après l'indépendance, c'est toujours la population qui paye les pots cassés. Pour avoir été aux côtés de Etienne Tshisekedi en tant qu'opposant, comment vous expliquez sa lutte de l'opposition depuis les temps Mobutu, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, les fils? Comment vous expliquez la lutte d'Etienne Tshisekedi? Bon, tout d'abord, Etienne Tshisekedi a été un grand collaborateur de
de Mobutu, de Joseph Désiré Mobutu, et puis plus tard de Mobutu Sese Seko. C'est ensemble qu'ils ont créé le MPR, le Mouvement Populaire de la Révolution, qui est devenu parti unique après. Et c'est contre Mobutu qu'il s'est soulevé aussi avec d'autres. Il n'était pas seul. Dans l'opposition, ce que je dirais, c'est que l'opposition d'Étienne Tshisekedi était d'une certaine manière déterminée par la présence de Mobutu, ou la présence même non visible de Mobutu, parce que même après le départ de Mobutu, on pouvait sentir que l'opposition d'Étienne Tshisekedi a perdu un peu de ses repères lorsque Mobutu n'était plus là. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles Étienne Tshisekedi affichait souvent un certain mépris contre Joseph Kabila. Parce que Étienne Tshisekedi, son étalon du pouvoir, c'était le maréchal Mobutu, qui a très bien connu, parce que c'était des amis très très intimes. C'est des amis très très intimes. Et il estimait que se combattre avec Joseph Kabila, c'était comme si on le diminuait lui, Étienne Tshisekedi, parce que lui, c'était fait pour combattre des gens comme Mobutu. Mais c'était aussi une personnalité qui a vécu activement les premières années de notre indépendance. N'oublions pas qu'Étienne Tshisekedi a fait partie du gouvernement des commissaires généraux en septembre 1960. J'étais vice-commissaire à la justice. Il a été très proche collaborateur de Kalonji Moulopoué dans la sécession au Kasaï. Et puis lorsque le général Mobutu a pris le pouvoir, il était membre très rapidement de ses premiers gouvernements en tant que ministre de l'Intérieur, puis ministre de la Justice, puis membre du bureau politique du MPR, puisqu'il est parmi les fondateurs du MPR avant de se lancer dans l'opposition avec d'autres personnalités à partir de fin 79. Il faut relever qu'à ce moment-là, il n'occupait plus de fonction officielle. Est-ce qu'on peut aujourd'hui accepter ou croire que les 32 ans de lutte de Étienne Tshisekedi est sanctionné par l'arrivée au pouvoir de son fils Félix Tshisekedi? Oh, je crois que les années de lutte d'Étienne Tshisekedi ne visaient pas l'accession au pouvoir pour le pouvoir. C'était pour matérialiser l'avènement d'une véritable démocratie afin d'établir un état de droit que nous avions perdu. Mais lui-même, en 98, en 98, me confiait que pour lui, sa mission était déjà accomplie parce que le Congolais avait déjà quelque sorte intériorisé son droit à la parole libre, son droit à la prise de décision libre, et que c'était sa mission et que sa mission était accomplie. Quel conseil, vous, en tant que compagnon d'Étienne Tshisekedi, comme vous le dites tantôt là, qu'il vous a confié que sa lutte était déjà achevée, vu que voilà, il a réussi, etc.
quel conseil vous donnez à son fils Félix Tshisekedi pour non seulement incarner l'idéal, c'est-à-dire les combats pour lesquels Etienne Tshisekedi en est arrivé même aux fins de sa vie, qu'est-ce que vous lui conseillez, mais aussi pour les tempêtes qui ne manquent pas pendant l'exercice du pouvoir, comme a été le cas de Mobutu, de Kabila fils, Kabila père, qu'est-ce que vous conseillez à Félix? Le conseil que je donne à tout dirigeant politique, c'est courage, faites preuve de courage et utiliser l'arme de la vérité. Un dirigeant doit faire preuve de courage et utiliser l'arme de la vérité. Je dis bien l'arme de la vérité. Donc voilà, avant de chuter, parlons de l'interpellation du ministre de la Justice pour faux et usage des faux. Est-ce qu'il faut une poursuite ou des poursuites judiciaires par rapport à cet acte-là? À ma connaissance, le procureur général a classé l'affaire pour inopportunité de suite. Mais pour vous, avant d'abord de parler de la décision du procureur, pour vous, il y a eu flagrance ou pas? Il y a eu violation de la loi ou pas? Il y a eu faux ou usage de faux ou pas? Pour moi, non. Mais je ne suis ni procureur ni juge. Je dis pour moi, non. Et le fait d'avoir, par exemple, engagé le gouvernement alors que le gouvernement ne sait même pas l'évolution au stade là du dossier, mais lui quand même, il confirme au niveau de l'Assemblée l'avis du gouvernement. Mais si vous lisez le communiqué sur le Conseil des ministres, ce jour-là, quelle décision a pris ce même gouvernement? Ils ont décidé de ne pas continuer dans ce dossier. Le gouvernement n'a pas dit voilà la position que notre collègue a transmise ne reflète pas la nôtre. Ils ont simplement dit le collègue a transmis une position que nous n'avions pas discutée, que nous n'avions pas prise. Mais le gouvernement n'a pas dit ce n'est pas notre position et nous allons transmettre au Parlement notre position. En tant qu'acteur politique de renommée en RDC, quel est l'objectif, par exemple, poursuivi par Robin Minakou et Sakata par rapport à ces propositions de loi? Sincèrement, je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas particulièrement. Ça m'intéresse pas particulièrement. Vous savez, moi j'ai une vision globale d'abord du pouvoir et de ce pouvoir. Vous savez, c'est un pouvoir comme celui issu des élections de 2006, de 2011, c'est-à-dire issu d'élections frauduleuses, d'élections truquées, donc d'un mensonge. Et tout ce que je sais, c'est que, bon, quand vous évoluez à partir d'un mensonge d'État, un mensonge dont escroquer toute une population, quel est votre avenir? Alors maintenant que les gens cherchent à formuler des lois pour se protéger ou quoi, vous savez, c'est de bonne guerre, c'est normal en politique. Ils ne seront pas les premiers ni les derniers à chercher à le faire. Mais encore une fois, il faut savoir qu'une loi doit être votée en première lecture à l'Assemblée nationale, puis en seconde lecture à la Chambre basse, c'est-à-dire au Sénat. Et puis, cette loi est transmise au président de la République, qui la transmet à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle en valide la constitutionnalité. Et après, le président de la République la promulgue. Donc, le président de la République peut très bien ne pas la promulguer. Il faut dire aussi que la Constitution prévoit que, aussi, au cas où le président de la République ne signe pas, voilà ce qui peut se passer aussi. Après autant de jours, la loi entre en vigueur. Mais quand même, beaucoup d'entre Congolais se posent la question, est-ce que le fait, par exemple, d'octroyer au ministre de la Justice l'autorité de nommer ou de virer à tout moment, ce n'est pas une façon de faire reculer les pays alors que nous sommes là en voie de développement? Sachant également que ces institutions sont indépendantes.
Madame, vous savez, chaque fois qu'il y a des problèmes pareils, je suis un peu mal à l'aise sur un point. Parce que je me rends compte que on va voler de bois vert, mais après vous vous rendez compte que très peu de personnes ont réellement lu ce sur quoi on se dispute. Combien de personnes ont réellement lu ces propositions de loi afin de dire que ça vise à faire ceci, ça vise à faire cela. Vous savez, nous sommes dans un pays où déjà les constitutionnalistes ne s'entendent pas entre eux. Vous voyez, beaucoup de constitutionnalistes qui, sous Kabila, disaient telle chose, maintenant, sous Tshisekedi, ils disent autre chose. Alors, comme je n'aime pas, je ne suis pas un suiveur, je n'aime pas être entraîné simplement soit par la foule, soit par une majorité de cerveau. Je préfère utiliser aussi, mettre mon propre cerveau au travail pour ne pas perdre le nord. Vous savez, on manipule facilement la foule, tout ça, mais si les députés que vous avez cités, leur objectif, c'est de museler la justice ou de museler le parquet, ces députés savent très bien que c'est peine perdue. Ce n'est même pas par une loi que vous pouvez museler la justice. Non. Il n'y a aucune loi qui ne peut museler la justice. Donc pour finir, quel message avez-vous à lancer aux Congolais de partout dans le monde à l'occasion de ce 60e anniversaire de l'indépendance du pays? Je dirais d'abord l'indépendance a été arrachée chèrement par nos pères, par nos mères, qui ont versé le sang pour cela. Nous les avons vus être opprimés, brimés par le colonisateur. Donc c'est un bien que nous devons conserver, mais que nous devons aussi comprendre, parce que l'indépendance venait de créer, nous en sommes à la 6e décennie, où j'espère que l'Éternel est en train de créer aussi dans la tête du Congolais un nouveau Congolais qui pourra bien gérer le Congo pour l'intérêt de la création de Dieu. Merci beaucoup, M. Albert Moulika. Merci à vous tous. Vous n'avez pas parlé de Kasavubu. Voilà. Vous n'avez toujours pas parlé de Kasavubu. Voilà. Et voilà, brièvement, la seule phrase ou les seuls mots qui peuvent refléter la personnalité de Kasavubu. Joseph Kasavubu, c'était reste encore pour moi à ce jour le meilleur modèle de président. Parce que c'était une personne honnête et intègre. Il a fait 5 ans en tant que président. Joseph Kasavubu n'a même pas acheté une maison à Kalina, à Gombe. Une personne honnête et intègre, qui vivait de son salaire. Ce qu'aucun autre président jusqu'à présent n'a fait. Donc il peut être considéré comme une source d'inspiration pour ceux... Une inspiration pour non seulement les gouvernants actuels, mais pour les jeunes, pour la jeunesse. Pour la jeunesse qui est envahie par l'esprit de la COP. Donc prenez exemple sur Joseph Kasavubu, qui fut notre bourgmestre de la commune de Dendal, maintenant appelé Kasavubu, et qui était honnête et intègre. Voilà, le message il est clair, il est passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Joyeuses fêtes d'indépendance et surtout dans la méditation, parce qu'il n'est pas seulement question de boire, de se réjouir, mais aussi de réfléchir sur l'avenir 60 ans après, que cela influence aussi votre vie au quotidien. Joyeux anniversaire à Maman Boli des Panama qui fête avec nous au même jour de l'indépendance. Je rappelle que c'était M. Albert Moulika,
ancien cadre de l'UDPS, mais acteur politique de la République démocratique du Congo. Merci à Moura qui était derrière la caméra. Quant à moi, ciao. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Baseya Nenanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Baseyan est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.